Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphane Vivaliste et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui nous allons parler de notre belle et glorieuse histoire française, Cocorico. Et nous allons parler, on va dire, du jour où la France mit en même temps une baffe aux musulmans ottomans et mit fin à l'esclavagisme des Européens par les Algériens. Ce qui nous donne le droit de demander au gouvernement algérien de nous présenter des excuses à genoux et bien entendu de nous verser des compensations financières car, vous comprenez, nous souffrons énormément du fait que certains de nos ancêtres ont été réduits à la condition d'esclaves. Et d'ailleurs, tous les Français d'origine africaine, on va dire subsaharienne, devraient également exiger du monde arabo-musulman des excuses et des compensations financières pour, on va dire, la souffrance de ces 18 millions d'Africains que le monde musulman a traité et vendu comme du bétail pendant 1200 ans, jusqu'à ce que le monde, on va dire le monde chrétien, à travers la France et l'Angleterre en gros, mit définitivement fin à l'esclavage dans cette partie du monde. Alors ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir d'être la seule entre guillemets race au monde à avoir mis fin à l'esclavage et on viendra évidemment inaugurer le monument de remerciement avec vous dans les pays de vos ancêtres car vous comme nous sommes contents que les ancêtres des Français ont mis fin à l'esclavage quasiment partout dans le monde. Mais pour revenir à nos moutons, nous sommes donc aujourd'hui le 5 juillet 1930. Alors le roi ultra-traditionnaliste Charles X, ayant refusé, on va dire, toutes les avancées de la Révolution et ayant un règne tellement insignifiant qu'on l'appelle aujourd'hui non pas Charles X, mais Charles X, X comme anonyme. Et c'est dommage, on va dire, car la monarchie était enfin rétablie, mais ils n'ont pas su se maintenir. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors nous sommes le 5 mai 1830 et 775 navires, dont 103 navires de guerre de la puissante et redoutable flotte royale française, avec approximativement 27 000 marins et 37 000 soldats, avec 4 000 chevaux et 83 magnifiques canons en bronze coulés en une pièce, quittent le port de Toulon et partent affronter la puissante armée d'Algérie, qui était, on va dire, une sorte de protectorat de l'Empire ottoman. Et donc le chef algérien s'appelait le Dey. On parlait du Dey d'Alger, et la France partait avec l'idée d'une victoire facile, les doigts dans le nez, comme le disent certains. Le Dey d'Alger a su réunir à peu près 50 000 soldats, ce qui était énorme vu, on va dire, la faible population qui vivait sur place. Donc les Français allaient sur terre se battre à peu près 1 contre 2. Car on va dire les marins français allaient rester sur les navires parce qu'on est chez les Barbares, les fameux corsaires musulmans qui nous cassaient les noisettes dans la Méditerranée depuis Louis XIV et bien avant. Et donc on est en mai 1830 et ce n'est pas que du bois, de l'acier, du bronze et des troupes qui naviguent dans les cales des navires français, c'est également les valeurs du monde chrétien. C'est la liberté, la tolérance religieuse et la fin de l'esclavage qui navigue vers les côtes d'Afrique du Nord. Alors l'affrontement entre le monde musulman et le monde chrétien va avoir lieu et ça va être le choc entre une société restée au Moyen-Âge, entre autres, à cause, on va dire, de sa religion, et une société chrétienne moderne et libre. Alors les pions avancent sur l'échiquier, les Français graissent leurs fusils, aiguisent leurs épées et baïonnettes, et en face, on va dire, les Arabes se préparent assez mal, on va dire même très mal. Car au lieu de fortifier leur fort, organiser leur armée, former les recrues, ils préfèrent s'en remettre à Allah pour les protéger. Alors les mauvaises langues et les racistes diraient qu'ils feraient un travail d'arabe, mais moi je ne dis pas ça car c'est purement méchant et gratuit. Car on va dire, dans les rangs musulmans, il y a des soldats de grande valeur, comme le fameux Hussein Dey. Et donc du côté français, on a aussi des hommes d'exception et de valeur, et pas des moins, comme le vice-amiral Duperré et le général de Bourmont, qui commandent l'expédition. Alors il faut se remettre, on va dire, dans le contexte de l'époque. C'est une expédition très importante pour lutter contre la colonisation musulmane et ottomane en Europe. Il fallait affaiblir, on va dire, les Ottomans pour que
le monde chrétien puisse gagner. Dites-vous que c'était tellement important que le général de Bourmont avait quitté son poste de ministre de la guerre, donc la tête du ministère de la Défense en termes de 2021, pour commander l'expédition. Et oui, du temps des rois, les ministres étaient prêts à mouiller la chemise, comme on dit, et prendre des risques physiques, mais on va dire en république bourgeoise, c'est impensable. Car une république est trop décadente pour permettre, on va dire, à des hommes ou des femmes de valeur d'arriver au poste clé. Mais ça encore, c'est une autre histoire. Là, on est en mai 1830 et la puissante flotte française avance. L'Empire britannique nous menace depuis Gibraltar, mais ils nous craignent. La France des rois faisait peur au monde entier. Même le puissant empire britannique, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, a peur de la France et des rois. Et ces personnes, ces nations, n'osent pas nous affronter. Et l'Angleterre, depuis la guerre de 100 ans, n'a jamais osé nous affronter seule. Ainsi, contre l'avis de beaucoup, la France royale avance pour mettre fin à la piraterie, mettre fin à l'esclavagisme et montrer au monde musulman qu'on ne traite pas la France chrétienne n'importe comment. Il est temps pour le monde ottoman et musulman d'apprendre à craindre la France chrétienne, la France des rois et évidemment la férocité du peuple français. Alors aujourd'hui, en 2021, la France n'est quasiment plus chrétienne et elle est bourgeoise, républicaine, et on voit de suite, on va dire, la différence entre le régime puissant des rois et le régime faible et décadent républicain. Mais bon, revenons à nos moutons, nous sommes le 14 juin 1830 et les troupes françaises débarquent sur le presqu'île de Sidi Firouk, si je le prononce bien, qui est, on va dire, à peu près une trentaine de kilomètres à l'ouest d'Alger, et qui est une ville qui est réputée, on va dire, invincible. Car même les Espagnols de Charles Quint n'avaient pas réussi à briser la ville et à faire tomber les murs. Mais là où la force espagnole avait échoué, la puissance et la férocité française allaient-elles réussir? Ça, c'était la question. Surtout qu'on était à un Français contre 3 musulmans. Car en plus de l'armée des 50 000 hommes de l'armée algérienne dont j'avais parlé, il y avait en plus 20 000 miliciens kabyles qui étaient prêts et armés pour défendre la ville. Donc on est à peu près à 37 000 Français contre 70 000 musulmans. Alors vu que les armées musulmanes ne sont en général pas de mauvaise qualité, et on pense de suite aux fameuses troupes d'élite ottomanes par exemple, donc les janissaires, souvent des enfants soldats chrétiens castrés, réduits en esclavage pour se battre contre le monde chrétien et étendre les frontières du monde de l'islam. Donc pas une armée au monde aurait osé affronter les musulmans sur le sol que les musulmans avaient colonisé en Afrique du Nord. Alors personne n'aurait surtout osé, on va dire, affronter à 1 contre 3 ces personnes, mais la France, elle ose. Elle est la seule au monde qui a le courage d'aller au combat contre eux, car la France ne se bat pas que pour des richesses comme les Anglais ou les Américains. Non, la France des rois se bat pour l'honneur, se bat pour la liberté, dont la liberté religieuse. Alors quand la France se bat, il faut plus que des raisons cupides. On va dire, nous, il nous faut des raisons, on va dire, qui nous dépassent, comme mettre fin à l'esclavagisme, par exemple, qui est un idéal chrétien noble. Alors pendant 21 jours, malgré les problèmes de santé des soldats, des marins, les vents qui changent ou de la chaleur et j'en passe, la puissance du peuple français à travers ces 37 000 guerriers, la férocité et le courage, on va dire, de nos ancêtres sera mis à très très rude épreuve, mais ces quelques milliers de guerriers français vont une fois de plus prouver à quel point le français est ce qu'il y a de mieux en Europe en termes de peuple. Car non seulement on a survécu à ces 21 jours d'enfer, mais on passe à l'attaque, alors qu'on est à 1 contre 3. Alors les musulmans ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à vaincre les Français. Ils ne comprennent pas pourquoi les Français restent à leur poste au lieu de fuir pour sauver leur vie. Non, le Français ne recule pas. Le Français continue à charger ses canons, ses fusils, il retourne son cheval pour charger encore et encore et charger. Donc les balles et les flèches siffle autour du français, mais le français s'en moque. Le français est pur courage. C'est toute la tradition millénaire chevaleresque qui coule dans nos veines et on tient bon. Et c'est le moral algérien qui est brisé.
Alors le monde musulman s'est cassé les dents contre le monde royal chrétien. Maintenant, les Français, on va dire, à ce moment-là, se redressent et on marche avec virilité vers la ville d'Alger avec ces fameux murs imprenables. Alors normalement, on va dire, la France n'a aucune chance de prendre la ville d'Alger. Partout en Europe, on rit de la France, on se moque de nous, on dit que même la puissante armée espagnole de Charles Quint n'avait pas réussi à vaincre ce peuple kabyle, donc ils rient. Mais voilà, nous ne sommes pas des Espagnols ou des Italiens du Sud, là on parle des Français. C'est un tout autre niveau et les Algériens vont s'en rendre compte. Mais pour l'instant, les haineux anti-France ricanent, déjà à l'époque. Mais ne vous inquiétez pas, le bronze de nos canons et l'acier de nos armes vont faire taire les ricanements des haineux anti-français. Et l'odeur, on va dire, de la poudre et du sang va bientôt remplacer l'odeur du parfum efféminé des ricaneurs bourgeois anti-France. Alors, le général de Bourmont commence alors le siège d'Alger. Il positionne ses canons, il place ses unités et la férocité et le courage, on va dire, des Français est tellement immense que les défenses imprenables d'Alger commencent à plier, puis se briser. Et là, les hommes algériens sont tellement impressionnés par le courage français qu'ils se mettent à fuir leur poste et ils se mettent à crier comme des femmes. Alors là, on ne fait plus la différence entre les hurlements des femmes et les hurlements aigus des hommes algériens. Et le 5 juillet 1830, à genoux, vaincu et humilié, le Dey d'Alger supplie les Français d'accepter sa reddition. Et la France généreuse accepte de cesser les combats et accepte leur reddition. L'Algérie fut vaincue. Le monde musulman n'avait pas l'habitude d'affronter l'armée de terre française, car depuis François Ier, la France était plutôt l'allié des Ottomans et de leur pays satellite. Mais là, le monde musulman a de suite vu la différence entre les Espagnols, les Italiens, les Hongrois, qu'ils avaient, on va dire, l'habitude de combattre, et le peuple français qu'ils découvrent en quelque sorte. Alors, rationnellement, qu'est-ce qui fait que le soldat français est militairement, on va dire, supérieur aux Espagnols, aux Italiens et aux Hongrois? Eh bien, c'est la chevalerie. Et oui, la France royale a inventé et pratiqué la chevalerie pendant 1000 ans, et les autres peuples, non ou beaucoup moins. Ainsi, les Espagnols sont de féroces combattants, mais ils n'ont pas le goût du danger et du sacrifice du chevalier français. Le sacrifice noble du chevalier bayard, gardant seul le pont sans espoir de survie, pour permettre au reste de l'armée de se replier pour se réorganiser. Ça, c'est très français, par exemple, et non pas espagnol. Alors, il va de même pour l'Italie, depuis la chute de Rome, mais on va dire, les Italiens ont perdu le goût du stoïcisme et de la discipline des légions de Rome. Donc, le soldat italien est trop latin, trop raffiné pour être capable de férocité comme le chevalier français le pouvait être. Pareil pour les Hongrois, qui descendent des Huns, qui se sont installés là-bas. Alors quand nous avions une chevalerie raffinée, eux avaient des cavaliers à cheval avec des arcs et des flèches très efficaces, mais sauvages. Dites-vous qu'ils cuisaient leur viande sous la selle de leur cheval en le marinant dans la sueur du cheval. C'est ça dont on parle. Alors je vous rappelle aussi que la France a été fondée par les Francs, donc par des rois germains avec des haches et des lances. La France s'est faite par l'épée, comme le disait le général de Gaulle. Nous, on a eu 2 guerres de 100 ans. On est le pays qui a connu le plus de guerres et qui a gagné le plus de guerres au monde. Donc forcément, le français éternel est taillé pour le courage, pour la guerre, et a baigné, on va dire, dans un bain culturel de chevalerie pendant 1000 ans. Et il faut se rappeler que les musulmans n'avaient pas affronté les Français depuis les croisades, donc depuis 600 ans en gros. Et quand les chevaliers francs, c'était la période, on va dire, où les chevaliers francs mettaient des raclées et des claques aux armées musulmanes pour fonder le puissant royaume franc de Jérusalem. Alors, on l'oublie aujourd'hui, mais le français est si redoutable car il fait, on va dire, la synthèse entre la sauvagerie des guerriers barbares du Nord et le raffinement des latins. Ça a donné, on va dire, la chevalerie française. Ça a donné le gentilhomme français qui est incarné, on va dire, par un Cyrano de Bergerac ou le capitaine de la garde d'Artagnan.
Voilà, donc le capitaine de la garde royale, je crois que c'est Louis XV, mais à vérifier, j'ai un petit trou. Voilà, on tend à l'oublier car la République bourgeoise a traumatisé les Français et fait tuer les meilleurs en 1918, puis il nous a rajouté une couche en perdant lamentablement en 40, et la République a encore rajouté une couche en perdant l'empire colonial français. Donc la République bourgeoise a castré les Français, et c'est pourquoi le régime républicain ne fonctionne pas pour la France. D'ailleurs, la seule fois que la République a brillé fut lors de la période de De Gaulle, qui a gouverné comme un roi, et non comme un bourgeois républicain. Et depuis, on va dire, on a des François Hollande, des Nicolas Sarkozy et des Macron. Franchement, si c'est ça la République, si la République ne peut produire que ça de mieux, moi je ne suis pas impressionné, et les Français s'en rendent bien compte qu'il se passe, on va dire, des choses pas normales dans ce pays. Mais pour revenir en 1830, quand la France des rois avait écrasé les Algériens, on peut même dire complètement écrasé les Algériens, grâce, on va dire, à la supériorité des soldats français, mieux entraînés, mieux disciplinés et bien plus courageux. Dites-vous que l'Algérie devra attendre en gros 250 ans que la France devienne une république et devra attendre l'aide des Américains pour pouvoir faire partir les républicains tricolores de leur pays. En attendant, le Français a vaincu l'Algérien au corps à corps par sa pure valeur, et grâce à cette victoire royale française, l'esclavagisme en Algérie fut aboli et la tolérance religieuse établie. Même les femmes commençaient à avoir des droits. Voilà, donc quelle leçon retenir? Eh bien, les uns diront qu'il ne suffit que d'un petit nombre de valeureux guerriers français pour pouvoir vaincre à nouveau les Algériens et autres qui voudraient nous menacer sur notre sol, par exemple lors d'un effondrement, ce que je ne dis pas, bien entendu. Et les autres pourraient en conclure que la France et le peuple français sont un grand peuple et un grand pays qui a une histoire magnifique et glorieuse, et qui serait bien qu'on se souvienne de qui nous sommes et d'où nous venons. Et là, je peux vous garantir que les Macron devraient commencer à trembler de peur, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous pensez que la France a une belle histoire. N'oubliez pas de vous abonner, et comme toujours, je vous dis, préparez-vous, anticipez, et prenez soin de vous. Allez, ciao!